3, 2, 1. Here we go! Allez, sixième et avant-dernière table ronde en ce qui me concerne. Rebonjour, vous étiez tous là tout à l'heure? Oui, non? Non, parce que j'essaie de m'expliquer pourquoi la salle s'est un peu vidée. Est-ce que c'est le précédent débat qui a rincé tout le monde? 8 présentations qui s'enchaînaient. Ça peut être roboratif. On va parler des eaux pluviales. Alors, figurez-vous que j'ai fait mon mémoire de fin d'études d'ingénieur écologue à l'agence de l'eau Artois-Picardie il y a 30 ans. Et à l'époque, c'était le grand génie du génie civil à l'époque à l'agence de l'eau. Dès qu'il y avait de l'eau de pluie, il fallait la considérer comme un déchet et la balancer dans un tuyau. Et c'est pourtant au siège de l'agence de l'eau Artois-Picardie à Douai, dans les années 80 et surtout début des années 90, on a commencé à penser gestion différente des eaux pluviales à l'occasion d'inondations massives dans la bonne ville de Douai. Et l'agence de l'eau et une association qui est devenue un peu célèbre sur cette question, Adopta, ont établi les canons de l'infiltration à la parcelle, de la désartificialisation ou désimperméabilisation. Et puis ensuite, voilà, ça a commencé à se diffuser dans l'Europe entière. En France, c'est un peu récent. Bref, c'est une révolution. L'eau de pluie n'est pas forcément un déchet, mais un atout. Pourquoi? Pour lutter contre l'effet îlot de chaleur urbain, pour essayer de limiter le ruissellement, donc le risque inondation, en particulier ici, où vous avez beau avoir de la sécheresse, quand il flotte, il flotte. Chez moi, moins dans le nord, quand il flotte, mais c'est tout le temps. Donc c'est une habitude à prendre, quoique de moins en moins. On se prend des coups sur la tronche. On n'est pas au pluie Sévenol, mais parfois on se demande. Bon, bref, la pluie, considérer l'eau pluviale comme finalement un élément d'aménagement du territoire, faire revenir l'eau en ville, la rendre à nouveau visible pour être moins surpris par l'arrivée d'une inondation. On va voir ça tout de suite avec, merci de les accueillir, Gwenolé Leroux, Chloé Migueron, Occitane Mestre, Florian Martel et Nathalie Cassan. Merci. Gwenolé Leroux, vous êtes chargé d'intervention, référent eau pluviale à l'agence de l'eau. Où êtes-vous? Vous êtes là-bas. À l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Chloé Migueron, c'est vous. Chloé Migueron, vous êtes animatrice Aquarese, vous nous direz ce que c'est chez Aquavalley. Occitane, il n'est pas mieux tombé comme prénom dans cette région. Occitane Mestre, ingénieur désimperméabilisation, ça tombe bien, et urbanisme à la métropole de Montpellier. Florian Martel, vous êtes chargé de mission environnement chez Fredon Occitanie. Et Nathalie Cassan, vous êtes adjointe DST, c'est Direction Services Techniques, adjointe au directeur des services techniques, déléguée au service espaces publics communaux et chef du projet Pôle aménagement extérieur à la mairie de Latte. On dit le S, à la mairie de Latte. C'est parti, mesdames, messieurs. Gwenolé Leroux, l'agence de l'eau et les eaux pluviales. J'ai employé un mot très snob, c'est un changement de paradigme. Les eaux pluviales, aujourd'hui, il faut en faire quelque chose. Et vous allez nous dire quoi, comment et ce que vous regardez, notamment dans les dossiers de financement. Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Et j'ai presque plus rien à dire parce que vous avez donné déjà les grands principes. Et vous allez le dire mieux que moi. Moi, je fais que du baratin. On essaie de mettre en œuvre effectivement au niveau de l'agence de l'eau. Alors, pour certains qui ne connaissent pas bien encore l'agence de l'eau, juste un petit rappel. Donc, on a un établissement public qui dépend du ministère de l'Environnement et on nous fixe plusieurs missions. La première, c'est d'atteindre la bonne santé des milieux aquatiques et des zones humides. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à peu près seulement à la moitié de ces milieux qui sont en bonne santé, qui sont en bon état. Donc, on est au milieu du gué. Et ensuite, on intervient aussi beaucoup de plus en plus sur l'adaptation au changement climatique. Vous savez tous que dans notre région, on va devoir faire
avec des débits dans les cours d'eau qui vont se réduire de 30 à 50% d'ici à 2050. Et ensuite, on intervient également de plus en plus sur l'érosion de la biodiversité, en particulier sur les milieux aquatiques et humides, et enfin sur un axe solidarité entre collectivités, entre territoires, notamment au bénéfice du milieu rural. Donc comment on fonctionne? On s'alimente par un système de redevances, donc de taxes, sur le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur, qui nous permet d'alimenter un budget et de redistribuer cet argent au bénéfice des acteurs de territoire qui vont améliorer ou préserver cette qualité de milieu. Alors donc, je vous ai dit qu'on était aujourd'hui à la moitié des milieux qui sont en bon état, donc il reste encore la moitié à travailler. Il y a des problématiques d'artificialisation des cours d'eau, de pesticides dans les milieux, mais il y a également des problématiques qualitatives. Alors vous allez me dire, oui, mais on a progressé depuis des années sur l'assainissement, parce qu'aujourd'hui, on collecte voilà, plutôt bien les eaux usées par des réseaux, et elles sont plutôt très bien traitées par les stations d'épuration, puisque depuis 20 ans, on a divisé par 20 les concentrations en ammonium en sortie de station d'épuration. Donc ça, c'est des beaux progrès, donc en temps sec. Par contre, il y a une problématique maintenant en temps de pluie. Alors vous allez me dire, mais justement, ici, il pleut presque jamais par rapport au nord. Oui, ça c'est vrai, mais il pleut tout d'un coup. Il pleut tout d'un coup, mais on oublie souvent toutes les petites pluies. La preuve, aujourd'hui. Il faut savoir que quand on parle de temps de pluie, et notamment les problématiques qu'on peut avoir sur les réseaux d'assainissement, c'est 70% des épisodes pluvieux qui sont des petites pluies, c'est-à-dire des pluies qui sont de l'ordre de quelques dizaines de millimètres. Et on en a ici. Et aujourd'hui, on a affaire à des problématiques qualitatives sur des réseaux unitaires, donc là où on mélange les eaux usées avec les eaux de pluie. Et même par petites pluies, des petites pluies comme aujourd'hui, on peut avoir des débordements. Pourquoi? Parce que ces réseaux, ils n'ont pas été construits pour faire face à l'imperméabilisation galopante. C'est-à-dire que des petites pluies sur des très grandes surfaces, eh ben, on ne peut plus le gérer. Et il y a que les réseaux ont été pensés à une époque où l'urbanisation n'était pas ce qu'elle était. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Le réseau n'est plus adapté. Tout à fait. Et ce qui implique quand même qu'on a par an, sur notre région, plus de 6 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont déversés par les réseaux unitaires au milieu. Donc ce qui pose un problème de qualité sur ces cours d'eau-là. Bon, après, vous allez aussi me dire, mais justement, on travaille de plus en plus à séparer les réseaux. Donc on met en place un réseau d'eau usée, un réseau d'eau pluviale. Sauf que en concentrant les eaux de pluie dans ces réseaux, effectivement, vous allez les évacuer. Mais vous allez aussi augmenter la concentration au fur et à mesure. Et on sait que le poison, c'est la dose. Donc vous allez collecter, concentrer et rejeter, par exemple, là on voit une photo, hein, c'est lagune à Gruissant, étang de Gruissant, des beaux étangs. Vous allez concentrer en un seul endroit, c'est problématique, c'est toxique. Donc, il faut changer de système. Et donc l'agence de l'eau, Tour Picardie et Rhône-Méditerranée Corse également, aide à changer de paradigme et donc favoriser une infiltration au plus près de là où elle tombe, de l'eau là où elle tombe. Donc pour des problématiques qualitatives, mais également avec des co-bénéfices. Et j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix. Parce qu'effectivement, dans notre région et ailleurs, on a de moins en moins d'eau, donc il faut la retenir. Il faut travailler sur les villes éponges. Et j'entends parfois dire certains acteurs dire oui, mais à quoi ça sert vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau? Sauf que toutes ces petites pluies représentent, selon les années, environ 50 à 75% de la hauteur cumulée d'eau qui tombe dans l'année. Donc, si vous désimperméabilisez, vous allez infiltrer ces eaux-là, recharger les nappes, faire du débit d'étiage dans les périodes un peu compliquées estivales, et la ville contribuera aussi à la recharge des nappes. Il faut savoir que, pour les ordres de grandeur, vous désimperméabilisez 1 hectare, vous infiltrez environ entre 5 et 10 000 mètres cubes par an. Donc, ce n'est pas négligeable. Malgré le fait que le sol qui était sous le macadam a sans doute perdu beaucoup de matière organique, est moins structuré qu'il ne l'était avant, il a quand même une capacité de rétention d'eau. Voilà, les sols, on en rediscutera éventuellement à la Fredon tout à l'heure. Nous, notre credo, c'est on fait de la désimperméabilisation pour gérer le pluvial, mais aussi au bénéfice d'autres éléments
comme le cadre de vie, la biodiversité. Et donc, à partir du moment où vous mettez en place des solutions fondées sur la nature, vous allez aussi travailler sur le sol. Donc, augmenter la matière organique qui est dans le sol et le rendre plus vivant. Et aussi faciliter du coup l'infiltration et l'auto-épuration des quelques éléments toxiques qu'on pourrait encore avoir. Voilà. D'accord. Donc, alors c'est bien beau de vous dire ce qu'il faut faire, mais on souhaite aussi vous accompagner pour aller dans ce sens-là. Donc là, il y a des aides qui existent à 2 niveaux. Les premières, c'est à l'état de la planification, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore par où démarrer votre projet. Et l'Agence de l'eau peut vous accompagner sur des études afin de détourner ces petites pluies courantes des réseaux pour, à l'échelle d'un bassin versant ou à l'échelle de votre collectivité, à l'échelle de votre patrimoine si vous êtes un bailleur social, essayer de déterminer les zones qui seraient les plus intéressantes à désimperméabiliser pour favoriser cette infiltration, donc au travers de schémas directeurs ou d'études de potentialité. Donc avec des taux d'aide qui dépendent si vous êtes une collectivité ou un acteur économique. C'est quoi le zonage solidarité? Alors le zonage solidarité, c'est un zonage qui a été créé à l'échelon français pour que les agences accompagnent plus fortement des territoires qui ont besoin de bénéficier d'un rattrapage structurel. Donc on parle essentiellement de milieux ruraux, hors agglomération. Si on prend le département de l'Hérault, par exemple, on va plutôt être dans les hauts cantons du département. Donc il y a un zonage qui existe, vous pouvez le trouver sur le site du ministère, ZRR, FRR. Ensuite, à partir du moment où vous avez choisi un site qui est pertinent pour la désimperméabilisation, nous pouvons vous accompagner sur les travaux, y compris en matière de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, et processus de terrassement, mise en place de revêtements perméables, ouvrage d'infiltration, plantation. Également, processus d'animation, en particulier dans les cours d'école, et les études préalables qui, pour nous, sont obligatoires. J'entends souvent des acteurs, et c'est bien, qui disent « moi, je veux aller vite, je veux décrouter pour l'été prochain. » Décrouter, vous dites. Voilà, décrouter. Décrouter. Sauf que quand on décroute, on ne sait pas exactement ce qu'il y a en dessous, donc il faut le regarder. Il y a peut-être des vulnérabilités particulières à prendre en compte, des captages qui ne sont pas très loin, ou des argiles gonflantes. Il faut connaître la perméabilité du sol pour dimensionner son système. J'ai besoin combien de volume de nous pour pouvoir retenir l'eau pendant un certain temps et la Les nous, vidanger. définissez, c'est des grands fossés, on va La dire. noue, donc c'est une légère dépression creusée dans le sol qu'on va végétaliser et qui va recueillir tranquillement les eaux de ruissellement dont la voirie sera pentée vers cette noue-là. Vous parliez d'argile, là, excusez-moi de vous interrompre. Sur la première table ronde, on a vu qu'il était assez déconseillé de faire l'infiltration à la parcelle, là où il y avait des argiles susceptibles de générer le risque RGA. Voilà. Alors justement, ça s'étudie parce que à une échelle un peu supérieure, et notamment dans notre région, on va souvent effectivement avoir des documents qui nous disent qu'il y a de l'argile. Donc attention. Ceci étant, quand on travaille à la parcelle, il y a des mesures qui doivent être faites, notamment des tests de perméabilité, une petite analyse géologique qui va déterminer est-ce que ce sont des argiles gonflantes. Si oui, on va prendre des précautions, mise en place d'écrans par exemple, pour éviter d'avoir des dégradations par exemple sur des fondations. Ceci étant, le cas est très rare. Nous, on a financé une centaine de projets depuis 6 ans. On a eu un dossier avec des argiles gonflantes. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la perméabilité, on entend souvent dire « Ah oui, mais chez moi, c'est pas perméable, on ne pourra pas faire. » Dans 99% des cas, la perméabilité, c'est quoi? C'est juste un élément qui nous permet de dimensionner le système. À partir du moment où on veut gérer les petites pluies, on peut le faire, même si les perméabilités ne sont pas très fortes. C'est juste qu'on va le dimensionner en fonction. Voilà. Donc on gère les petites pluies par des solutions fondées sur la nature. Ça n'empêchera pas, on ne gérera pas les pluies cévenoles, les épisodes méditerranéens. Voilà, c'est les pluies traditionnelles. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que la solution miracle est à faire de la désimperméabilisation et qu'on va réussir à tout gérer. En revanche, on va soulager une partie de ce phénomène-là. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que sur le territoire de Montpellier Métropole, ils souhaitent gérer les 40 premiers millimètres. Vous avez un épisode de 80-100 mm qui tombe. Vous avez presque géré la moitié déjà par infiltration. C'est des dommages en moins causés en aval. Effectivement, on ne gère pas tout, mais une grande partie. Donc voilà quelques photos, par exemple de nous, vous posez la question, la photo à gauche,
c'est une noue qui vient récupérer les eaux de ruissellement d'un parking. Au niveau de l'agence de l'eau, on met vraiment la priorité au dispositif de surface fondé sur la nature, dans la mesure où ça apporte du gain sur d'autres éléments. J'insiste sur un point, notamment sur la santé mentale en ville. 85% des habitants en ville souhaitent avoir un espace vert à côté de chez eux. Donc, le fait de, à chaque fois, sur chaque projet, se demander comment on peut végétaliser, comment on peut gérer autrement l'eau de pluie, contribue aussi à la santé de ses concitoyens. Donc après, on peut vous accompagner, je vous ai évoqué les taux et les conditions, mais ce n'est pas partout. Et là, on peut vous accompagner sur la déconnexion des réseaux unitaires partout, donc peu importe la taille du projet. Sur la déconnexion des réseaux pluviaux, on vous accompagnera sur certains cas, donc sur des secteurs qui ont été considérés comme prioritaires par l'agence de l'eau. Bon, je pourrais éventuellement, pour les gens qui sont présents dans la salle, répondre ultérieurement, selon leur configuration. Et aussi sur des projets significatifs. Donc on dit significatif si on déconnecte plus de 2000 m². Voilà. Et également sur les zonages de solidarité qu'on a évoqués tout à l'heure. Bon, c'est à peu près les mêmes principes pour les acteurs économiques. J'insiste sur les acteurs économiques parce que on a beaucoup dit, l'agence de l'eau, effectivement, accompagne la désertisation sur les cours d'école. Donc on a réussi à faire comprendre que oui, on accompagne sur les cours d'école. Et je remercie la région d'avoir travaillé avec nous sur ces cours d'école parce que ça a été un des leviers importants. Donc beaucoup de cours d'école ont été financés dans le cadre d'un appel à projet commun passé avec la région. Et ça a été vraiment l'amorce. L'amorce pour qu'on aille plus loin, qu'on sorte des cours d'école. Maintenant, on arrive à travailler avec les collectivités. Je pense en particulier à la métropole de Montpellier. Mais on peut également accompagner les bailleurs sociaux, une surface commerciale, une industrie qui souhaiterait améliorer sa gestion des eaux. Bon, voilà. Après, vous êtes convaincus, vous voulez déposer une demande d'aide, vous cherchez le site de l'agence de l'eau sur Internet et vous avez une plateforme afin de déposer l'aide. Bon, avec des pièces classiques, hein. J'insisterai pas là-dessus. Par contre, là où je souhaite éventuellement faire un focus, c'est les éléments à indiquer dans vos dossiers de demande d'aide. Donc, c'est la surface déconnectée par le projet et aussi quel niveau de pluie vous souhaitez gérer. Est-ce que ça va être une pluie de 15 mm, 20 mm ou plus? La surface fois un niveau de pluie, ça fait un volume. Et en fonction de la perméabilité du sol que vous aurez mesuré, vous pourrez en déduire le dimensionnement des ouvrages qui permettra de vidanger cette eau-là, non pas en 72 heures, parce que là, ça commencera à devenir un peu compliqué, notamment par rapport aux moustiques, mais dans un temps raisonnable. Pas par rapport aux moustiques, parce qu'il y a de l'eau qui reste en surface. C'est-à-dire que si on attend trop longtemps, notamment plus de 72 heures, le moustique pourra se développer plus facilement. Donc, d'où l'intérêt des études qui vont permettre de faire en sorte qu'on vidange cette eau-là par infiltration. Dans du génie civil ? Non, dans le sol. On peut effectivement stocker dans une noue ou bien stocker dans l'assise d'un revêtement avec de la grave non traitée par exemple. Donc ce stockage, il est dimensionné en fonction de la perméabilité. De telle sorte que tout soit vidangé, idéalement dans 24 heures, parfois 48 heures, pour éviter ces nuisances. Voilà, et donc nous avons maintenant financé à peu près une centaine d'opérations. Ça me paraît maintenant important de vous donner quelques conseils par rapport à ça. Et notamment, le premier, c'est on ne pourra pas faire de perméabilité sur le terrain s'il n'y a pas de perméabilité entre services. Puisque, et c'est un sujet qui est intéressant d'ailleurs, ça permet de faire la cohésion entre services d'ailleurs. On travaille sur de la voirie, on travaille sur les espaces verts, on travaille sur les déchets, on travaille sur le pluvial, sur l'urbanisme. Donc, mettez en place des comités internes et dans les entreprises d'ailleurs aussi, hein, alors pour les maîtres d'œuvre, pour travailler de manière polyvalente là-dessus. Deuxième retour d'expérience, c'est que vraiment ce qui fonctionne le mieux, hein, c'est les aménagements en surface, simples, le plus possible végétalisés. Alors ça se complète hein, avec des revêtements minéraux perméables, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas pour dire qu'il faut faire l'un ou l'autre, c'est pour compléter. Et ensuite, je voulais dire aussi que en végétalisant les villes, ça ne va pas à l'encontre de la gestion de la ressource. On peut se dire, oui, bah, vous nous demandez de végétaliser les villes, mais on a de moins en moins d'eau. Donc on fait comment? On a maintenant des méthodes, des protocoles qui sont démontrés notamment par certaines pépinières. Je pense en particulier à la pépinière départementale de l'Aude,
qui a montré qu'elle pouvait faire croître ces jeunes pousses, ces arbres, avec un arrosoir mis à la plantation. 400 mm dans l'année de pluie. Donc ça se fait, en suivant ces principes-là. Voilà, et donc pour ne pas prendre trop de temps dans la présentation, je voulais insister sur le fait qu'on doit maintenant avoir le réflexe, comme l'eau est rare sur notre région, de se dire comment je peux l'utiliser au mieux, comment je peux l'infiltrer, et la stocker aussi dans nos bassins qui sont le plus naturels possible, les nappes phréatiques. Voilà. Merci, vous l'avez dit. Comment dirais-je, l'eau mérite d'être traitée de manière transversale, de s'écouler d'un service à l'autre. C'est toujours le même problème en France, la transversalité qu'on vient chercher. Il y a peu de communes pour lesquelles il y a quelqu'un qui s'occupe d'eau et uniquement d'eau ou de sol, par exemple. Chloé Migueron, c'est un peu votre rôle, vous, de servir d'ambassadeur, de médiateur pour aider à monter les dossiers, aider les communes à établir justement un nouveau schéma d'eau pluviale. Alors, je nuancerai peut-être un peu le montage de dossiers. Donc je vais parler un peu de tout ça, de l'animation. Déjà Aquavalais peut-être. Voilà, déjà Aquavalais, un mot sur Aquavalais. Donc c'est un pôle de compétitivité du domaine de l'eau qui est basé à Montpellier. Donc en fait on fédère un grand réseau d'acteurs dans le domaine dans le sud de la France. Donc notre rôle finalement c'est d'accompagner le développement de la filière économique de l'eau et de favoriser aussi les interactions entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Voilà, pour vraiment ressortir des projets innovants, que ce soit sur les aspects technologiques ou sociétaux. Donc on a 250 membres, principalement des industries mais aussi, et des entreprises, mais aussi les laboratoires de recherche qui sont impliqués avec nous. Et on a une délégation qui est en Sud-PAC, en région Sud, à Aix-en-Provence. Et donc voilà, on a des financements de la région Occitanie et la région Sud. Depuis 2020, le pôle Aquavalais porte le projet, porte l'animation territoriale Aquares. Donc ça veut dire animation pour la qualité des réseaux humides et l'efficience des services d'eau et d'assainissement. Donc nos thématiques, ça va être principalement la gestion durable des réseaux d'eau potable et d'assainissement, avec tous ces documents de charte qualité des réseaux qui existent depuis quelques années. La gestion patrimoniale des réseaux, la gestion intégrée des eaux pluviales, qui est vraiment aussi une de nos actions phares. On touche un peu aussi à l'optimisation, la sobriété énergétique des services d'eau et d'assainissement et au transfert de compétences. Donc le but de cette animation, c'est, on va faire l'animation auprès des collectivités, auprès des entreprises. Donc le but, ça va être d'informer, de sensibiliser aux bonnes pratiques, d'en faire la promotion et vraiment d'insister sur toutes les démarches qualité. Ça va être fait avec des actions telles que le partage de retours d'expérience, où vraiment on veut fédérer en fait ce réseau d'acteurs sur la région. On va animer des groupes de travail pour produire des outils et notamment organiser des journées techniques. Voilà, le suivi de chantier est cité, mais ça j'aurais dû l'enlever. C'est un peu moins, on sera un peu moins présent sur cette action. Et bien entendu, on est financé à 80% par l'Agence de l'eau et les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Donc ça constitue aussi notre territoire d'action. Un petit focus du coup sur la thématique eau pluviale. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc je disais qu'on était là aussi pour sensibiliser. Donc on va diffuser des outils et organiser des événements. Donc ça peut être des ateliers vraiment dédiés à la gestion intégrée des eaux pluviales. Il y a eu justement des sessions d'ateliers ces 2 dernières années où on essayait de réunir de nombreux acteurs, donc collectivités, aménageurs, bureaux d'études, etc. Et on se réunit autour de la table en fait et on réfléchit à comment finalement bien mener un projet de gestion intégrée des eaux pluviales. On va voir les collectivités aussi pour identifier les réalisations qu'elles ont pu faire en termes de désimperméabilisation, et puis on est là pour mettre en avant en fait leurs projets, les valoriser à travers des fiches de retour d'expérience, qui sont, j'en parle après, mais qu'on peut retrouver en fait dans ce guide, mais j'en parle juste après. Il y en a combien dedans? Pour l'instant, on a 15 fiches, 15 retours d'expérience.
Donc voilà, fédérer ce réseau d'acteurs donc à travers des groupes de travail. Donc il y a eu un premier groupe de travail qui a été lancé en 2020 et qui s'est terminé en 2022 et qui a permis de produire ce guide que je vais vous présenter. Là, le groupe de travail qui est en cours, qui est ouvert depuis octobre 2024. Donc c'est un groupe de travail pour créer en fait une trame de schéma directeur des eaux pluviales. Et puis voilà, la construction d'outils, bon ça je l'ai suffisamment dit. Du coup voilà, je peux vous parler un peu de ce guide qui est disponible sur le site internet d'Aqua-Vallée. Vous pouvez le télécharger et retrouver ces fiches de retour d'expérience. Donc finalement, là, l'objet, qu'est-ce qu'était notre volonté au début avec ce groupe de travail? Donc il était déjà composé en majorité par des collectivités, on a eu des bureaux d'études aussi, et quelques personnes du monde de la recherche. Donc en fait, on a voulu un guide qui soit adapté au contexte méditerranéen. On voulait mettre en avant en fait tous les paramètres à prendre en compte pour mener à bien son projet. Donc on donne des conseils sur l'organisation, la concertation, voilà, vraiment toute cette coordination des acteurs qui, ça va être assez répété je pense, mais c'est vraiment la clé en fait. Quelques repères financiers, des comparatifs de coûts et les retours d'expérience locaux dont je parlais. Ce guide, il est à destination, donc bien entendu, des collectivités, mais aussi des bureaux d'études et des aménageurs. Voilà, qui forcément aussi ont un rôle très important à jouer dans la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc il est constitué de fiches. On en a 11, ouais, 10 fiches. Donc la première, ça va être sur les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, en fait, on met en avant quels sont les avantages, les intérêts, les bénéfices en fait, de la gestion intégrée des eaux pluviales. On liste également les différentes techniques qui existent. Ensuite, on va avoir une fiche du coup sur l'organisation et la concertation. Donc là, ça va permettre en fait de mettre en avant la chronologie du projet, toutes les caractéristiques, les canaux de communication qui sont à disposition, enfin que peut utiliser la collectivité pour bien coordonner les usagers et tous les acteurs. Vous allez retrouver une fiche en fait sur le contexte méditerranéen. Donc là, on met en avant les données sur l'hydrologie, les ressources en eau, l'urbanisation, qui sont vraiment spécifiques à chez nous. Vous allez retrouver une fiche sur les outils qui sont à disposition de la collectivité. Et donc ça va permettre en fait de mettre en avant, enfin de montrer l'articulation entre les différents documents de planification et les documents et les outils réglementaires. Vous avez une fiche sur la définition des objectifs d'infiltration. Donc là, c'est la fiche que vous voyez en exemple. Donc ça permet de décrire les différents niveaux de service et les niveaux de pluie et de quelle stratégie de conception en fait, voilà, en fonction des niveaux de pluie qu'on a. On peut parler de niveau de service en matière de gestion d'eau pluviale, d'infiltration à la source, de végétalisation. Il y a des niveaux de service. Il y a le niveau 1, donc en fait c'est les petites pluies, les moyennes pluies en fait, et en fonction de ça. Voilà, quelle technique on veut mettre en avant. Et tout à l'heure, après, on disait bien entendu quand on est sur des grosses pluies, voilà, là on est sur une autre stratégie de gestion. C'est pas la gestion intégrée qui va répondre à ça, mais déjà on peut traiter les petites pluies. Ensuite, donc pour découvrir les autres fiches, donc on va parler aussi de l'analyse du site. Donc là, ça va décrire un peu tous les tests de perméabilité qui sont disponibles, qui existent, les études de sol qu'il va falloir faire, les points d'attention vraiment avant de se lancer dans le projet. Un point sur les études de conception. Donc là, ça va être juste la méthodologie. Donc là, c'est du travail de bureau d'études après, mais ça permet vraiment d'anticiper, de bien savoir en fait tout ce qui va falloir mettre en œuvre. Une fiche sur le choix des végétaux. Donc là, en fait, du coup, je peux renvoyer la balle après à la Fredon. Donc, on met en avant en fait les bonnes pratiques, comment bien choisir ces végétaux. Il faut des plantes adaptées chez nous, qui demandent peu d'arrosage.
On va donner des conseils en fait sur l'entretien des aménagements en fonction de la technique qu'on a choisie, quel type d'entretien il va falloir prévoir, qui sera responsable de l'entretien. On donne des indications sur les leviers financiers, donc voilà, quelles aides sont disponibles à différentes échelles. Ce n'est pas toujours l'agence de l'eau qui peut finalement se subventionner. Ça peut être aussi subventionné dans le cadre d'une rénovation urbaine en fait. Donc ça va être différents services. Et après, voilà, toute la partie retour d'expérience. Donc, je disais, on a 15 fiches actuellement. Et on essaie vraiment de mettre en avant les aspects de concertation que la collectivité a utilisés, sa communication. Il va y avoir des données un peu techniques sur les surfaces désimperméabilisées. Comment elle a commencé finalement à se lancer dans son projet, et on essaie de panacher un petit peu en fait les projets. Donc il y aura des projets de cours d'école, des projets de parking, mais aussi des projets d'espace public. Voilà, donc ça c'est les exemples, mais comme je disais, après vous pouvez venir nous voir aussi, on a des guides à distribuer, donc n'hésitez pas à passer sur le village innovation. Et du coup, le message en fait vraiment qu'on veut faire passer à travers ce guide, c'est que la réflexion, elle doit être faite le plus en amont possible. Il faut intégrer vraiment tous les différents services. Il faut bien prendre conscience aussi qu'on est sur des temps longs, que voilà, c'est de la transversalité. Ça a été dit. L'animation et la concertation, c'est vraiment aussi important. Donc, par exemple, sur une cour d'école, impliquer le personnel enseignant et les élèves. Et voilà, tous les aspects de communication, ça va vraiment être les facteurs, enfin la clé de la réussite du projet. Après, je voulais aussi vous faire... Rapidement. Très bien, ok. Quand même, vous parler d'un autre outil qui existe. Pardon. Donc ça va être la charte qualité nationale des ouvrages et aménagements de gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Donc ça en fait c'est porté par l'AST, et Aquavalais a participé en fait au groupe de travail pour créer cette charte qui se base sur les fascicules. Donc là il s'agit du fascicule 70-2. Et donc ça permet en fait là aussi c'est un document qui est à prendre en compte en fait dès le schéma directeur, et qui interviendra jusqu'à la réception des réseaux. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'un guide des bonnes pratiques qui est là pour rappeler en fait le rôle de chaque acteur pour chaque étape d'une opération. Donc vous avez la définition des objectifs, le choix des entreprises, la partie travaux, etc. Et finalement, en fait, avec ce guide, on s'aperçoit aussi que, en fait, ça décrit toutes les interactions imaginables entre les différents acteurs. On se rend compte que, on préconise d'impliquer les fournisseurs et les fabricants aussi le plus en amont possible, mais aussi les entreprises de contrôle en fait qui interviennent à la fin d'une opération pour vérifier la conformité des matériaux. Voilà, donc la clé, c'est vraiment impliquer tout le monde et oui, impliquer tout le monde et vraiment voilà, discuter, et là-dedans, dans ce guide, du coup, les performances attendues aussi de chacun des intervenants sont décrites. Donc on a des exemplaires aussi de cette charte voilà, sur notre stand, donc n'hésitez pas à venir. Donc je vous laisse mes coordonnées, et je travaille avec Viviane là, qui est juste devant. Voilà, n'hésitez pas après à venir nous poser des questions. C'est vous qui avez accompagné la métropole de Montpellier ? Je n'ai pas accompagné la métropole de Montpellier. Je pense que la métropole s'en sort très bien pour la désimperméabilisation. Mais comme je disais, moi je suis surtout là aussi pour sensibiliser. Et la sensibilisation, vous pensez qu'elle évolue ? L'acculturation des élus, des communes augmente ? Oui, une culture de l'eau pluviale ? Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Et donc j'accompagne pas, mais je fédère en fait ce réseau. Voilà. D'accord. Merci. Occitane Mestre, vous avez mis en place un schéma directeur de désimperméabilisation. C'est autre chose encore qu'un schéma directeur des eaux pluviales, ou c'est la même chose ?
Oui, bonjour. Non, j'en ai pas de... Bonjour à tous. Du coup, juste avant de répondre à la question, je me permets juste de présenter un petit peu la métropole rapidement. Donc en fait, du coup, je travaille au service GEMAPI, qui veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc c'est dans le pôle déchets et cycle de l'eau, à la métropole de Montpellier. Donc mon poste est financé à 50% par l'agence de l'eau. Donc c'était le cas pendant les 2 ans 2022-2024, et là ce sera aussi le cas jusqu'en 2026. Voilà, c'est une compétence nouvelle qu'acquiert la métropole de vouloir gérer les eaux de façon intégrée. Et du coup, pour répondre à votre question, le schéma directeur de désimperméabilisation, c'est un document assez nouveau aussi. Le but, c'est de produire des cartes où on va prioriser l'action de désimperméabilisation et également d'avoir un guide associé pour que tout le monde sache comment on pourrait mettre ces actions en place dans les différents secteurs prioritaires. Et du coup, les différents critères de ce schéma, en fait, pour produire les cartes, il va y avoir des critères favorables. Donc, on va avoir tout ce qui est au niveau du grand cycle de l'eau. Eh bien, on va dire l'état écologique des masses d'eau. Donc, en fonction de leur état, on va prioriser l'action. Également, tout ce qui est bassin versant de réseau unitaire, parce que comme le rappelait l'agence de l'eau, c'est vraiment là où on veut agir. Les bassins versants aussi du réseau séparatif, parce qu'effectivement, eux aussi amènent de la pollution dans les milieux aquatiques de manière concentrée. On va avoir tout ce qui est zone humide potentielle en milieu urbain, les périmètres aux abords des cours d'eau. Donc ça, c'était pour les aspects grand cycle. Et les critères favorables pour les aspects plus climat, parce que ce schéma se veut transversal, ça va être tout ce qui est îlots de chaleur urbain. On va avoir également tout ce qui est reconnexion de trames vertes entre elles. Aussi, les espaces qui peuvent être rafraîchissables, c'est-à-dire on va penser à des écoles, à des EHPAD, tout ce qui est arrêt de tram ou de transport en commun. Voilà, on va essayer aussi de prioriser sur ces actions-là. Et comptes du ruissellement ? Alors, le schéma directeur de désimper, il est vraiment axé sur la désimperméabilisation et donc du coup plutôt on pense qu'on peut agir plutôt sur la qualité, d'où les critères grand cycle d'une part et le climat, que vraiment sur la réduction du ruissellement. C'est volontairement la raison pour laquelle on n'a pas intégré nos cartes de ruissellement interne et nos cartes de débordement de cours d'eau dans ce schéma, puisque en fait on agit vraiment sur les petites pluies. Et pour les ruissellements et les débordements, c'est d'autres actions qui vont être mises en place en complément de la désimperméabilisation. Finalement, c'est la même chose. Est-ce que vous n'auriez pas gagné à intégrer ça directement ? On aurait pu, mais à la métropole, en fait, on est, on agit de façon complémentaire. Donc, on a les petites pluies et on a les plus grandes. Alors, voilà, aujourd'hui... vous, c'est les petites pluies. Voilà, c'est ça. Et donc, pour gérer les petites pluies, il y a des obligations désormais dans le PLU, c'est ça ? Oui, alors le PLUI est en cours de concertation publique, donc il est consultable et voilà. Effectivement, on demandera d'infiltrer 40 litres par mètre carré imperméabilisé. Donc 40 mm, c'est ça ? Voilà, 40 mm, en fait ça correspond aussi à 40 litres. C'est un petit passage mathématique assez simple. Donc effectivement 40 litres. Et en plus de ces 40 litres qu'on va devoir gérer de façon intégrée, enfin je veux dire infiltrer ou réutiliser, on va avoir des notions de risque où là on va compenser de 120 jusqu'à 250. 120, 150, 190, 250 litres par mètre carré, toujours imperméabilisé. Donc ça va être vraiment la somme des deux qui va faire qu'on agit pour le territoire. La qualité pour les 40 et les 120 à 250 pour le risque. Là c'est pour les constructions neuves ou c'est en cas de réhabilitation, de travaux que cette obligation s'applique ? Alors du coup, en fait, ça va être toute opération soumise à autorisation d'urbanisme. Okay. Donc elles vont devoir respecter ces deux notions. Et ça, c'est pour la partie vraiment compensation qui est décrite dans le PLUI. Après, on a un PPRI, il faut le rappeler, à l'échelle qui est sur Montpellier-Castelnau pour le moment. Et donc en fait, là, on touche vraiment à des notions de risque. Ça concerne de la réhausse pluviale. Ça concerne également... on va dire, on va essayer de mettre en sécurité les bâtiments, donc éviter plein de choses que je vous laisserai consulter dans ce PPRI, puisque moi j'agis vraiment plus sur la partie désimperméabilisation. D'accord, ça s'applique à tout le monde, hein, y compris au privé, y compris à vous et moi, qui a une maison, un immeuble, un appartement. Enfin, pas un appartement. Oui, voilà, en fait, dès lors que vous allez, par exemple,
construire dans votre propre parcelle une terrasse de 40 mètres carrés imperméabilisée, vous allez devoir du coup compenser à hauteur de 40 litres fois les 40 mètres carrés par exemple de terrasse, plus 120 par exemple, si on est dans le zonage qui correspond au 120, fois ces 40 mètres carrés. Et comment on fait si on a le terrain là, on crée un vide sanitaire ou c'est juste de l'infiltration à la parcelle? Dans ce cas-là, il faut une étude de sol. Alors, dans le PLUI, tout est bien spécifié. On demande voilà, de créer ces deux volumes-là. D'accord. Après, effectivement, pour la partie 40 litres, il vaut mieux faire des tests de perméabilité pour vérifier un petit peu comment notre sol voilà, comment il est. Sinon, ça peut être une grande cuve enterrée. On peut aussi l'accepter, mais c'est vraiment spécifié qu'on préfère les ouvrages à ciel ouvert. D'accord. Après, je voulais revenir sur un point dans le schéma directeur. On a aussi des contraintes, parce qu'évidemment, comme le rappelait l'Agence de l'eau, tous les critères favorables, c'est important, mais on a aussi des contraintes, notamment les argiles gonflantes. Donc on les met aussi dans notre schéma. Donc tout ce qui est argile gonflante, les pentes, parce que naturellement, c'est plus compliqué quand on a une pente en long qui fait 2 fois la pente en travers de renvoyer latéralement dans des noues ou dans des revêtements drainants. On a également tout ce qui est périmètre de captage d'eau potable. On a aussi les caves et l'âge des bâtiments. Les caves, mais si on a des fondations solides, a priori... Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on le croise avec l'âge des bâtiments. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est important de le rappeler. Et aussi, pour repréciser, dans ces cartes, finalement, la priorisation sera la somme des poids pondérés sur chaque critère favorable pour agir. Du coup, voilà, on prend les critères favorables, on leur met des poids, et ensuite on somme, et c'est là qu'on a des secteurs de priorisation. Oui, tout se passe bien ou tout le monde s'engueule ou on vous dit mais non c'est trop compliqué, on emmerde les propriétaires, encore une fois une norme supplémentaire, etc. Comment ça se passe? Vous voulez dire oui, en général c'est vrai qu'on est quand même une multitude de pôles à la métropole de Montpellier, donc on travaille avec le pôle, notamment le pôle développement urbain, on travaille aussi avec le pôle espace public, le pôle biodiversité, paysage, agroécologie et alimentation. Voilà, on est vraiment avec tous ces pôles. Et après, voilà, on fait avancer les choses. Ça se passe bien. Et entre élus, ça se passe bien? Oui, c'est vrai que les élus, ils impulsent une dynamique pour justement favoriser Ils sont tous d'accord. l'organisation. Les élus entre eux? Ouais. Ça, après, je vous laisserai en juger par vous-même. Je ne peux pas me prononcer, mais c'est une bonne dynamique qui est impulsée par les élus sur notre territoire. Ou est-ce que dans le schéma, vous avez des obligations en matière d'essence à planter? Vous allez jusque-là, de façon de les planter? Oui. Alors, c'est vrai que nous, en fait, on est le service GEMAPI. Donc, en fait, on porte du coup la dynamique de la désimperméabilisation au titre de la restauration du grand cycle de l'eau en ville. Mais on n'est pas les seuls légitimes à apporter cette démarche. C'est pour ça qu'on travaille en transversalité avec les autres pôles. Et notamment, notre schéma, il va vraiment reposer sur des méthodes assez techniques. Mais on a quand même un corps d'experts végétaux, des experts archi, des VRD. Des VRD. VRD, voirie, réseaux divers. On a un petit peu de tous ces experts autour de notre guide. Mais après, il y a aussi la charte de l'arbre qui existe à la métropole, qui est portée par le pôle biodiversité, paysage, agroécologie, alimentation. Et donc, on ne rentre pas dans le détail de quelle plante. C'est encore un peu difficile et je laisserai la Fredon se prononcer. D'accord. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de Fredon Occitanie, en fait. Vous avez tout sous la main dans votre service. Non, nous en fait, le guide, il est encore en cours de construction. La charte de l'arbre, c'est pour savoir comment planter. Et après, pour savoir quelles espèces, je pense qu'il faut se retourner vers la Fredon. Vers Fredon, vers Florian Martel, bonjour. Fredon et pas, je vous la refais, comme au téléphone, et pas Frodon, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Bon bref, c'était facile, je sais. Voilà, c'est pas le tout d'avoir de l'eau à nouveau à disposition dans ce milieu naturel qu'est le sol. Encore faut-il la bien utiliser par les bonnes essences, planter et gérer de la bonne façon. Florian Martel, on ne fait pas de l'infiltration à la parcelle pour planter des rangées de thuyas ou de lauriers. Hein. On est d'accord. On ne fait pas du béton vert. Il faut éviter aujourd'hui de faire du béton vert. C'est ce qu'on propose dans notre mission d'animation du réseau GEVI que je vais vous présenter. Donc en introduction, simplement repenser les espaces végétalisés comme des espaces fonctionnels qui rendent des services et plus simplement des espaces ornementaux, purement horticoles,
Voilà, donc nous on appuie beaucoup sur la question des services rendus par les espaces végétalisés, ce que je vais vous présenter un petit peu dans le cadre de cette présentation. Alors nous on ne porte pas l'anneau, hein, on porte plutôt les messages. Bien joué. Et c'est ça l'objectif de la mission qu'on propose. Hein. Donc Fredon Occitanie, rapidement, c'est une structure un peu particulière qui est sur un métier plutôt méconnu du grand public. Principalement, ce qu'on fait, nous, c'est on est spécialisé sur la question de santé du végétal à l'échelle de l'Occitanie. Alors, il y a une Fredon en France par région. C'est une délégation de service public des services déconcentrés de l'État, dans la DRAF notamment. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inspecte les cultures et tous les espaces végétalisés pour voir s'il n'y a pas des petites bestioles qui ravagent ces espaces. Donc vous comprenez qu'on est principalement sur les questions de sécurité alimentaire, mais aussi on travaille avec les gestionnaires d'espaces végétalisés, comme les collectivités qui ont cette compétence. On travaille aussi avec les structures de tourisme et de loisirs qui gèrent de grands parcs, notamment les campings par exemple, végétalisés. Donc ça, c'est la mission principale de Fredon Occitanie. Alors vous connaissez par exemple peut-être le charançon du palmier, plus récemment une petite bestiole qui est magnifique, qui ressemble à un frelon et qui s'appelle le Xylotrichus chinensis, qui ravage les mûriers platanes. Donc ne plantez plus de mûriers platanes, c'est un petit peu le mot actuel qu'on essaie de faire passer et de diversifier justement les essences à planter. Et puis, deuxième mission principale de la Fredon Occitanie, c'est un pôle qui est organisé autour de l'ingénierie, l'animation de réseaux de professionnels. Donc, on travaille sur la question des espaces végétalisés avec ma collègue à Toulouse, mais aussi on travaille sur les questions d'espèces à enjeu pour la santé humaine, par exemple, chenilles processionnaires. Ouais, alors l'ambroisie, qui est une espèce qui cause de gros problèmes d'allergie et voilà, de santé publique. Donc on travaille beaucoup sur ces questions d'espèces à enjeu pour la santé humaine de plus en plus. On travaille aussi sur les questions des pesticides dans l'eau avec une mission d'animation de réseau autour des captages d'eau prioritaires. Donc vous voyez plutôt une animation de réseau d'acteurs pour fédérer un petit peu ces différents acteurs autour de ces sujets-là. Et donc moi je suis venu aujourd'hui pour vous parler du végétal dans le cadre de ces projets de déconnexion des eaux pluviales du réseau. Donc la mission que j'anime en Occitanie, c'est une mission tournée autour des espaces végétalisés. GEVI, petit acronyme pour dire jardin, espace végétalisé, infrastructure. Hein. C'est tout ce qui concerne le non agricole, donc les espaces des collectivités, des campings, etc., qui accueillent du végétal sur leurs parcelles. Nous, principalement, qu'est-ce qu'on fait avec ma collègue? Eh bien, on porte les messages donc, dans les territoires d'Occitanie où on va essayer de faire changer les pratiques autour de la gestion du végétal. Donc, vous l'avez bien introduit au début de la présentation, ne plus concevoir le végétal comme de simples espaces ornementaux, mais ce végétal rend vraiment des fonctions, on va le voir juste après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des ressources techniques, on organise des journées techniques, des webinaires, on appuie les collectivités au coup par coup en fonction de problématiques diverses et variées. Et puis on anime un dispositif unique en Occitanie qui est soutenu par plusieurs financeurs dans la région, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, Adour-Garonne et l'ARS et la DRAF. C'est une charte d'engagement qui s'appelle Engagé pour le végétal. Alors peut-être que vous avez aperçu, ceux qui habitent en Occitanie, des petits panneaux à l'entrée des villages à l'époque, objectif zéro phyto. Au départ, Fredon Occitanie, on travaillait sur les questions de produits phytosanitaires, abandonner les pesticides dans les villes et villages. Ces petits panneaux sont transformés avec une nouvelle charte engagée pour le végétal. Alors nous, à Fredon Occitanie, on fait le pari que le végétal devient un allié et n'est plus à combattre dans nos rues, dans nos espaces publics. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une perception ornementale aujourd'hui à une perception autour de services écosystémiques, de services rendus par le végétal. Typiquement, un arbre, on pourrait parler de la strate arborée, de la strate arbustive, la strate herbacée, qui rendent un peu les mêmes fonctions. Un arbre, c'est un ombrage porté, naturel, avec une ombre portée sur des bâtiments, sur des espaces minéraux. Un rafraîchissement de l'atmosphère avec l'évapotranspiration, puisque l'arbre, c'est une vraie pompe à eau quotidiennement. Et il pompe une quantité importante de litres d'eau dans le sol. La captation de CO2, bien évidemment.
Le végétal, c'est aussi un atout pour infiltrer l'eau de pluie. Puisque en fait, en créant de la matière organique, le sol s'ameublit, il y a toute la rhizosphère qui va créer un espace drainant. La capacité de rétention du sol augmente. Voilà, exactement. Un confort esthétique, bien sûr, et puis l'amélioration du bien-être physique et mental, puisqu'il y a de nombreuses études qui montrent que le végétal et être proche notamment d'un parc urbain, ou alors habiter dans un quartier avec une couverture arborée, améliore la santé mentale. Donc nous, on fait le pari de capitaliser, de focaliser sur le végétal. Alors cette charte, très rapidement, je ne vais pas trop détailler, je vais notamment détailler quelques exemples juste après. C'est 12 engagements autour des bonnes pratiques de conception et de gestion des espaces végétalisés. Donc c'est une charte qui s'adresse aux collectivités et aux entreprises, notamment de tourisme et de loisirs, hein, notamment des campings. C'est un dispositif gratuit. Alors gratuit et financé par ailleurs par les fonds publics, hein, les financeurs que j'ai énoncés à l'instant. Et l'intérêt de candidater à cette charte pour une petite, moyenne collectivité, une grosse collectivité aussi, mais c'est de bénéficier d'un accompagnement technique gratuit. On vient sur place, on prépare la candidature, on vient sur place sur une visite technique pour évaluer un petit peu l'action qui est menée par la collectivité, et puis on conseille durant ces visites techniques, plein de conseils. Donc on est entre 2 et 4 sur ces visites techniques avec plusieurs experts qui viennent nous accompagner. Et puis c'est aussi intégrer un réseau de compétences, puisqu'une fois que l'adhérent, la collectivité adhère à cette charte, il peut aller converser avec des collègues à côté qui ont aussi adhéré à cette charte pour s'échanger un peu les bons plans. Certainement des choses que les collectivités font déjà, mais l'idée d'adhérer à un réseau, c'est ça, c'est de s'échanger aussi les bons plans et pas réinventer toujours les choses, et de se passer les cahiers des charges, d'aller visiter des espaces désimperméabilisés, végétalisés pour voir comment on a fait, etc. Donc l'idée aussi d'un réseau comme ça, un petit peu le réseau aussi qu'animent Chloé et Viviane au sujet d'Aquarez, hein, mais nous on va plus loin sur la question du végétal. Alors quelques exemples. Par exemple, sur l'engagement 3 de notre charte, nous on va favoriser la question de la gestion paysagère raisonnée. Par exemple, en phase travaux sur un espace, c'est faire attention à protéger le végétal, protéger les arbres en place. Les travaux de désimperméabilisation d'une cour d'école, il faut protéger les sujets qui sont en place au plus possible pour éviter que les engins de chantier, par exemple, viennent blesser, viennent écraser une strate arbustive, ou alors blesser, par exemple, un platane, un muret platane. Une nouvelle plantation, c'est essayer de la protéger autant que possible pour éviter les problématiques liées aux dommages véhicules, etc. Et puis essayer de faire une veille sanitaire sur son végétal, par exemple, puisqu'on sait que, par exemple, chez nous, le chancre coloré du platane ravage en fait les platanes en Occitanie. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'œil un petit peu sur les problématiques liées à la santé du végétal. Donc ça, c'est les actions de niveau 1, notre charte. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, on s'engage à améliorer ses pratiques. Niveau 2, on s'engage à tester des choses. Et niveau 3, on généralise ses bonnes pratiques. Par exemple, là, des actions de niveau 2 d'une gestion paysagère raisonnée, c'est imaginer qu'on puisse laisser en port libre certains arbres et ne plus venir les tailler constamment sans objectif particulier lié à la sécurité ou lié à des passages, liés à des usages. L'exemple des murets platanes que j'ai... dont vous avez déconseillé la plantation tout à l'heure. Voilà, là par exemple pour gérer l'existant, on peut quand même toujours laisser, essayer de tester du port libre de ces murets platanes. On peut aussi aller, ça concerne plutôt le sujet d'aujourd'hui, essayer de tester des petits décroutages, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Alors un peu low cost, hein, en régie par exemple, sans réaliser un grand projet, mais essayer de découper au pied de nos arbres pour les laisser respirer le bitume qui était existant auparavant, et essayer de végétaliser par-dessus. Et puis tester également le diagnostic de préservation des arbres. Deuxième engagement, et je n'irai pas plus loin sur les 12 engagements du jour, hein, bien sûr, sinon ça va être le catalogue, on ne va pas s'en sortir. Un engagement lié à la perméabilité des sols, ça concerne le sujet d'aujourd'hui. Donc notre action de niveau 1 qu'on propose, c'est plutôt à la collectivité de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des espaces que je peux désimperméabiliser, déconnecter du réseau, et faire un peu cet inventaire. Pour une petite collectivité,
ça a beaucoup de sens, parce que ça peut révéler une envie d'agir après. Donc déjà, on va proposer de faire un petit inventaire des espaces pouvant être désimperméabilisés. Deuxième niveau, c'est de tester la déconnexion des eaux pluviales du réseau, Comment on la et la teste? On est végétalisation. bien obligé d'ouvrir et de commencer les travaux pour les tester, non? Oui, donc là, c'est ce qu'on propose de valoriser dans notre charte, c'est qu'une commune qui va adhérer à notre charte de niveau 2, si elle a déjà un espace qui est déconnecté du réseau d'eau pluviale et végétalisé, elle va pouvoir candidater à ce niveau 2 parce qu'elle a déjà testé, elle a déjà réalisé des travaux. Et niveau 3, c'est plutôt une collectivité qui a généralisé ces pratiques-là, qui a mis en routine le sujet à l'échelle de la collectivité et qui désimperméabilise plusieurs espaces, que ce soit des cours d'école, des parvis, etc. C'est l'exemple, par exemple, de la ville de Latte qui a un peu généralisé ce principe-là. Donc voilà, nous, ce qu'on propose, on propose un cadre d'accompagnement et de valorisation des actions qui sont réalisées par une commune. Donc, rapidement. Très rapidement, préparer sa candidature. Pour nous, ce qui est fondamental pour candidater à notre charte, c'est de former un binôme élu-technicien. C'est-à-dire que aller dans une charte, un label, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une adhésion entre technicien et élu. Donc ça, c'est très important. Il y a une petite phase d'autodiagnostic pour se préparer à la candidature. Et ensuite, on candidate en ligne avec un formulaire à remplir. Dernière diapo. À Fredon-Occitanie, on produit beaucoup de ressources, notamment de communication et technique. Et on a un centre de ressources en ligne et, qui est visitable par tous. Hein. Si vous avez des questions liées à la végétalisation, beaucoup d'aspects à voir au sujet de la végétalisation. Juste quelques mots pour terminer, en 30 secondes. Végétaliser, c'est pas n'importe comment, c'est très technique. Ça fait souvent l'objet d'accompagnement par des experts. Nous, ce qu'on propose, c'est en amont, bien en amont, de révéler un peu toutes les dimensions liées à la plantation du végétal. Le choix du végétal adapté au contexte pédoclimatique, le choix des essences en pépinière, les fosses de plantation, la gestion a posteriori et surtout le message principal, c'est planter la bonne essence au bon endroit pour éviter après de venir le tailler, de venir l'entretenir régulièrement et de l'affaiblir. Donc le végétal doit être planté au bon endroit. Pensez à la surface, tout ce qui est aérien. Est-ce que j'ai la place de planter un végétal qui, à sa taille adulte, va peut-être venir causer des problèmes sur les réseaux aériens? Et puis dessous aussi, est-ce que j'ai la place de planter un végétal qui aura un système racinaire qui va peut-être prendre de l'ampleur? Donc il faut faire attention à toutes ces dimensions. Pour ça que nous, on accompagne sur ce sujet-là bien en amont pour révéler un peu ce pouvoir d'agir des collectivités. Vous vous heurtez à une culture des espaces verts qui n'est pas celle-là, hein, où l'arbre était juste un décor qu'il fallait tailler, qu'il fallait foutre dans 1 mètre cube, point final, avec surtout pas de feuilles mortes. Ça ne doit pas être si simple. C'est au quotidien qu'on a ce type de retour. Mais nous, on fait le pari de discuter, de porter des messages, de prendre le temps de discuter avec les gens pour essayer que leur conception change dans leur esprit. Et ça fonctionne. Ça fonctionne puisqu'il y a de plus en plus de collectivités qui sont intéressées par ces sujets. Ça demande aussi de changer de mentalité, élus, techniciens, et aussi de se former. C'est ça le plus difficile. De continuer à se former régulièrement. Eh oui, briser les murs culturels. Il y en a aussi pour l'école, hein, Nathalie Cassan. Les écoles, on veut tous des armes et les parents viennent râler en disant mais si vous décroûtez, mes enfants vont se crotter le pantalon et c'est pas vous qui l'avez. J'ai vu ça chez moi à Brunois, banlieue aisée du sud-est parisien, où des parents tous écolos, tous plus écolos les uns que les autres, ont hurlé quand la maîtresse a dit on va planter 3 arbres. Et ils ont planté 3 arbres, mais en mettant du macadam autour, donc les arbres sont en train de mourir. Mais bon, bref, tout le monde est content, il y a moins de lavage en machine. Nathalie Cassan, dites-nous tout. Vous décroûtez les écoles, employons ce terme, dans la bonne ville de Latte. Oui, tout à fait. Pour mettre... Mettez bien le micro sur le menton. Oui, pardon. Donc on met en action, en fait, tout ce que nous a dit nos partenaires. Donc je vais vous montrer ce que l'on fait sur nos écoles.
Donc on désimperméabilise les cours d'école depuis, en fait, on est engagé, toute la ville de Latte est engagée depuis des années avec notamment l'appui de l'Afredon sur le zéro phyto. Petit à petit, nous avons évolué et en 2021, nos élus, ont souhaité commencer la désimperméabilisation dans les cours pour apporter un bien-être aux enfants puisque nous avons un problème de chaleur dans des cours d'école. Nous avons aussi un service en 2021 qui est apparu, c'est l'écoscope, qui aide les riverains dans la nouvelle pratique environnementale. Et depuis 2023, donc, nous sommes engagés pour le végétal et nos bonnes pratiques nous ont permis d'acquérir dès la première année le niveau 3. Et notre ville aussi est économe en eau. Vous avez eu le label hier. Hein. Voilà, nous avons eu le label ville économe en eau hier. Vous avez eu 2 parapluies là, et un arrosoir. Vous allez en faire quoi? On va s'en servir quand on ira sur le chantier. C'est un petit arrosoir. Hein. Ah, je ne parlais pas de l'arrosoir, je parlais des parapluies, quand il faut aller sur le chantier pour se protéger. Donc en fait, la clé du succès de ces projets, en fait, de désimperméabilisation, c'est la concertation et surtout la communication. Chaque cours est spécifique, c'est-à-dire qu'elle a des problématiques différentes. Donc dans cette concertation, tout ça va ressortir, ce qui va nous permettre de faire des cours différentes, mais on regarde toujours souvent les mêmes matériaux. Pourquoi on va venir désimperméabiliser? Dans un premier temps, c'était pour la gestion des eaux de pluie, parce qu'effectivement, avec les enrobés que l'on avait dans ces cours d'école, la problématique, c'était les flaques d'eau, c'était les enfants qui tombent, qui se blessent, parce qu'il y avait cette perspective en fait, de grandeur dans ces cours que l'on n'a plus avec les aménagements que l'on crée. Remettre de la biodiversité dans les cours, avoir des espaces plus ludiques avec diverses possibilités, donc de la motricité, de la manipulation, de l'imaginaire, et également végétaliser pour rafraîchir, parce que comme vous avez pu le dire, le végétal crée des îlots de fraîcheur, et alors qu'avant, on les enlevait justement parce que ça salissait, et c'est faux. Et après, une meilleure répartition en fait dans les cours d'école avec un espace plutôt sportif, ça c'était une volonté des élus, avec un espace calme et un espace naturel où on va retrouver des potagers, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. La planification du projet, alors la particularité à Latte, c'est qu'en fait on fait tout en interne, d'aussi bien, alors les études on ne les fait pas nous-mêmes, hein, mais toute la gestion est faite en interne, la concertation, les études, les travaux, et après on a le retour d'expérience. Je vais vous détailler tout ça. Donc les études sont très importantes, comme le disait Monsieur Leroux, si vous souhaitez en plus aller chercher des subventions. Ces tests de perméabilité sont très importants en amont et on fait en parallèle la concertation. Donc je vous expliquer un petit peu la concertation. Donc la concertation, il y a différents acteurs. Ce que l'on fait, c'est qu'on amène dans ces concertations tous les acteurs, aussi bien les dames de cantine que les élus qui viennent et qui nous accompagnent, tous les parents par le biais d'un questionnaire. Les ateliers sont faits avec l'atelier des chapeaux. Donc là viendra toutes les questions sur quelque chose de neutre, l'émotion, la réactivité, l'opportunisme, le pessimisme, tout ce qui peut ressortir de ces cours d'école. Il y a des bilans qui sont faits en association avec notre pôle nature et développement. Donc avec ma collègue Nathalie, on fait ces concertations et on a des bilans qui ressortent. De ces bilans, en fait, vont nous aider pour créer les projets. Donc ça, c'est les questionnaires que l'on a parents-enfants. Donc il y a des thèmes qui ressortent. C'est beaucoup le sport, la psychomotricité, l'imaginaire et le relationnel. On a aussi le sensoriel et l'eau qui vient souvent en dernière position. Donc ce qui ressort le plus, ce sont des sols plus naturels, des zones ombragées, plus de diversité dans les équipements et toujours la biodiversité.
Donc ça, c'est la conception du projet. Une fois qu'on a fait toute cette concertation, on a des plans qui ressortent avec les sols donc perméables, avec des tranchées d'infiltration par rapport à ce qui est ressorti, là où on a des flaques, là où il y a des problématiques. On crée des jardins de pluie également. Les jardins de pluie, en fait, ça va être un espace où vous allez renvoyer, si vous voulez, par ruissellement, toutes les eaux des gouttières, en gros. Les eaux, en fait, l'excès d'eau, on va dire. Et du coup, ces jardins de pluie vont accueillir cette eau et par infiltration Quand venir vous dites petit l'excès à d'eau, petit vous dans déconnectez les gouttières du réseau? Alors, on déconnecte un maximum. Après, parfois, c'est-à-dire c'est l'excès d'eau. Enfin, le surplus qui vient en surverse dans les réseaux. Mais on déconnecte au maximum. Et après, donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a 3 zones identifiées, culturelles, sportives et naturelles. Donc ensuite, quand on a fait toute cette étape de concertation, donc on a le plan de nivellement qu'on vient de voir, qui ressort. Quand on a fini ce plan de nivellement, on envoie tout ça aux études hydrauliques pour qu'ils puissent nous donner les dimensionnements, ce que l'on peut vraiment, comment dirais-je, ce que le projet peut absorber. Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter à ce plan de nivellement? C'est-à-dire si on a... je ne sais pas moi, il nous manque 100 mètres cubes à infiltrer, ben, je vais peut-être rajouter à des endroits des tranchées d'infiltration. Pendant ce temps, ben, on crée les devis, on commence à déposer nos demandes de subventions. Donc ça, c'est des projets. J'essaye de faire vite, mais je pourrais rester pendant des heures. Hein. Oui, je sais bien. Mais là, faut aller vite. Donc là, vous avez l'avant-après. Donc l'école là au milieu, là, une belle école. L'école, voilà, c'est une école qui était quasi 100% imperméable, pardon. Donc après travaux, on a des zones. Alors on est obligé de garder des zones d'accès qui sont en béton drainant. Je vous ai amené quelques échantillons pour vous montrer ce qu'on utilise dans nos cours. Toutes les zones que vous voyez en beige, ce sont des copeaux de bois normés aire de jeu. Par rapport aux normes de jeu que l'on met, on est obligé d'avoir un sol amortissant. Et on peut également utiliser du gravier. Donc ça, ce sont les réalisations de jeux que l'on fait. Et effectivement, on a beaucoup d'enfants qui disent notre cours c'est génial. On a repris Et les parents ils râlent pas en disant mon enfant il a du gravier, il a du sable dans la tronche. Ça a été un petit peu compliqué l'acceptation de ces nouveaux matériaux. Mais petit à petit, en fait, ils en sont conscients. Ils sont conscients que c'est pour le bien-être des enfants. Et finalement, personne ne reviendrait sur les anciennes cours. En fait. Donc ça, c'est les dernières réalisations que l'on a faites. Voilà, les arbres étaient existants, là, ils sont hauts quand même. Non, les arbres ont été plantés... Il y a combien de temps? Ça a été fait cette année. Aussi haut que ça? Oui, on les a pris, malheureusement, on a quelques pénuries sur certains arbres et on prend ce qu'on nous donne. Voilà, donc après, pareil, là c'est une autre cour d'école. Donc on a fait le pari de faire une petite zone pour l'école en plein air, parce qu'on est quand même dans une région où il fait quand même assez beau. Donc on a mis des tables de pique-nique qui peuvent à la fois servir pour le goûter, mais aussi pour faire l'école. Nos élus ont également souhaité, dans chaque cours, que l'on ait un espace potager pour avoir un petit côté pédagogique sur les potagers. Moi, étant issue des espaces verts, j'avoue que je mets énormément de végétaux dans les cours et je multiplie les essences, donc ça c'est primordial aussi, mais également je mets du fruitier. Ce qui fait qu'on a aussi cette pédagogie au niveau des fruitiers. Mais ça attire les abeilles, les guêpes, les frelons. Il y a des zones, en fait, je ne le fais pas n'importe où. Et également au niveau des fruits qui peuvent tomber et qui peuvent salir et obturer notre béton drainant. Donc ça, c'est encore une autre réalisation. Donc, comme je vous disais, la particularité, c'est que nous faisons tout en interne. Donc la concertation, l'étude de faisabilité, la conception des cours, les écritures des marchés, tout ce qui est toutes les écritures des dossiers de subvention avant et après. Parce qu'une fois que vous avez les subventions, il faut après... pour pouvoir avoir la subvention, il faut expliquer si on a eu des freins, si on a eu les retours.
Donc voilà, donc ça ce sont les projets tels qu'on les présente aux parents pour qu'ils puissent se projeter sur les cours. Donc on fait participer également les enfants en phase de chantier. Des hobbits. Voilà. En phase de chantier, en fait, on les amène pour leur expliquer un petit peu la cour, ce qui fait qu'ils s'approprient et du coup dégradent moins, parce que c'est pareil, il y a aussi des dégradations qui peuvent avoir lieu. Donc ça, c'est la dernière cour que l'on a faite, avec des circuits vélo, parce que dans les concertations ressortent le besoin de faire du vélo, de faire des choses comme ça. Donc on crée des petits pump tracks, enfin des bosses, des plateaux pour un peu faire de l'éducation, que l'on fait également avec le tracé au sol pour faire d'aller d'un jeu à l'autre, passer par le piétonnier. Enfin, c'est un petit peu d'éducation, de l'éducation. En mode doux. Ouais, voilà. Et ce que l'on fait, c'est qu'on étend ces pratiques sur d'autres espaces. Donc, on a fait le parvis de la mairie. Il y a aussi le palais des rencontres, le parvis des écoles. On étend ces pratiques aussi sur les parvis. Ça permet de sécuriser et d'avoir des points de fraîcheur également pour les riverains et pour les parents qui attendent. Merci. Donc, il faudrait vraiment terminer. Alors, on a les formations et voilà, il faut penser aux formations aussi lorsque vous faites vos cours d'école. Merci Florian Marcel, j'ai vu là on peut planter des arbres hauts comme ça, direct. Je pensais que ça les fragilisait. Mais je pense que sur la photo, il y avait les grands pins, donc ils n'ont pas été plantés hier. Et après, les arbres que vous aviez tout autour, c'était des... Oui, c'est... Alors, l'idéal, c'est vrai qu'on peut plutôt... Enfin, nous, ce qu'on conseille, c'est de planter petit, parce qu'en fait, à la croissance, ça rattrape des arbres qui sont plantés plus grands. Mais il faut savoir que dans une école, si on plante petit, il y a de grands risques que les plants soient piétinés, voilà. Donc, il faut toujours adapter en fonction de l'usage. Est-ce qu'il y a des essences propices aux enfants, au choc des enfants, qui résistent mieux aux enfants que d'autres? Alors, il faut y réfléchir, mine de rien. C'est au niveau de la taille à la plantation, je pense que ça c'est important quand même. C'est-à-dire que dans une cour d'école, on peut tout à fait mixer dans un espace qui va peut être fréquenté, planter petit, et dans un autre espace qui va être plutôt fréquenté, voilà, essayer de planter un peu plus grand. Alors, il y a plein d'essences, qu'elles soient horticoles ou locales. On peut aussi opter pour des végétaux sauvages d'origine locale, de la marque végétale locale. Porté par un consortium d'acteurs dans l'OFB. Alors, il n'y a pas une exclusivité, si vous voulez, à faire ça, mais c'est toujours positif pour amener un petit peu plus de végétaux locaux dans les espaces. Ce qui est important, c'est de aussi faire attention à la strate arbustive, c'est-à-dire strate arborée, strate arbustive et strate herbacée. C'est-à-dire il faut qu'il y en ait une, forcément. C'est bien de penser à la strate arbustive qui est souvent, je ne dis pas que dans ce cas-là c'était pas le cas, mais souvent on voit la strate arbustive trop pauvre, pas assez utilisée, alors qu'on a des essences comme les pistachiers chez nous, le vieux ornetin, plein d'essences locales qui se trouvent très facilement en pépinière, qui amènent de la cache, donc un habitat pour les oiseaux par exemple, qui amène aussi le couvert avec toutes les espèces granivores qu'on peut avoir qui vont venir se nourrir là-dedans. Donc vous voyez, quand on parlait de fonction tout à l'heure, il y a toutes ces strates-là ont une fonction. Et puis la question de la strate herbacée, on peut tout à fait végétaliser avec des alternatives au gazon, avec par exemple des couvre-sols piétinables. Dans une cour, par exemple, il y a des espèces de thym rampant. Il y a la question du zoysia aussi, qui est souvent utilisée. Donc, c'est essayer de faire preuve d'imagination, de diversifier ces essences-là et de ne pas faire appel toujours aux mêmes essences. Attention aux espèces exotiques envahissantes. Puisqu'on peut facilement choisir des espèces exotiques envahissantes qui sont vendues en pépinière. Alors, je rappelle qu'il y a des espèces exotiques envahissantes qui sont aujourd'hui réglementées. Lesquelles ? Par exemple, l'herbe de la pampa. Aujourd'hui, elle est réglementée. On ne peut plus la vendre, la transporter, l'utiliser. Donc, bon. Heureusement, c'est moche, de toute façon. Voilà, c'est très bien. Bon, moi, je trouve aussi que c'est pas forcément esthétique, mais justement, c'est utilisé par beaucoup d'acteurs qui trouvent ça esthétique. Donc, voilà. Oui, mais comme le tueur, on a trouvé ça esthétique dans les années 80. Exotiques envahissantes. Madame Mestre, vous faites tout ça à l'échelle de Montpellier, sans avoir besoin de Fredon Occitanie. Alors, il faudrait poser la question à nos différents services. On a un service de conception, un service de jardin et parc, un service canopé, un service observatoire, effectivement.
Voilà, mais j'avais juste 2 vidéos, je ne sais pas si on peut les passer, mais peut-être plus D'abord, tard. demande à la salle si la salle a des questions, des remarques, des admonestations, des émotions, des sollicitations. Je vais vous faire tous les mentions du petit Robert. Oui, madame, bonjour, présentez-vous. Mettez bien le micro sur le menton. Là, c'est bon? Oui. Bonjour. Donc, Muriel Razolondreb, je suis chargée de mission justement sur la gestion des eaux pluviales, mais dans les Pyrénées-Orientales. C'est une petite question pour Occitane. Du coup, là, dans le cadre du schéma directeur de désimperméabilisation, j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui allaient être imposées aussi pour les particuliers, enfin, dans le privé en tout cas. Et est-ce qu'il y aura un accompagnement prévu? Parce que là, par exemple, là, tu as donné l'exemple de la terrasse qui allait être faite sur un terrain privé. Est-ce qu'il y a quand même un accompagnement derrière pour expliquer le pourquoi du comment C'est une bonne question. Alors en fait déjà c'est un guide et enfin même les cartes, le schéma en général il est pas obligatoire, il va être indicatif. La seule chose obligatoire ça sera dans le PLUI, ça sera 40 litres par mètre carré imperméabilisé, voilà. Voilà. Mais sinon pour répondre à ta question Muriel, comment dire, en fait il faut qu'on voit un petit peu quel accompagnement on peut proposer au privé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on agit principalement sur l'espace public, donc sur nos propres voiries, sur nos propres places, nos propres parkings. On accompagne un peu les privés. D'ailleurs, le parc des expos, il y a une cour, la cour Jacques Coeur, qu'on va visiter juste dans 5 minutes, qui a bénéficié du coup d'un accompagnement de la métropole pour essayer de déconnecter au mieux les premières pluies sur le site. Voilà, mais c'est dans plus de 5 minutes. Hein. Il y a 2 pitchs à venir, ce sera après. D'accord. Si voilà, vous donc si vous voulez, on accompagne un petit peu les privés, mais c'est plus aujourd'hui les entreprises. Donc, il y a le parc des expos, il y a aussi le Carrefour Bois-Argues qui a désimperméabilisé un petit peu un parking. Mais il faut qu'on réfléchisse à comment accompagner les privés. Et vous avez identifié les bonnes entreprises capables de faire les bons travaux répondant à ce que vous demandez aux particuliers? Oui, bah, là on a Eurovia là, qui est dans le coin. Eurovia, c'est un géant. Il n'y a pas que voilà, des entreprises travaux qui sont sensibilisées à ces questions de l'eau, notamment avec les cours d'école. Ils commencent à vraiment développer des revêtements, développer des terrassements en creux, des choses comme ça. D'accord. Donc ça commence à être bien... Voilà. On va aller voir vos revêtements, Madame Casson. Je ne vous ai pas oublié. Allez, les pitchs, pour ne pas perdre de temps. Renaud Flavigny de LR Vision, marque Résinéo. Merci de l'accueillir. Ce qui veut dire taper dans vos mains, autant que faire se peut. Merci, le micro est à vous. A priori, c'est du revêtement, ça aussi. Bonjour. Donc effectivement, je suis de la société Résinéo. Donc on travaille tous les jours à aider à désimperméabiliser les sols. Donc on est une société qui est basée du côté de Toulouse depuis maintenant quelques années. On a déjà désimperméabilisé un peu plus d'1 million de mètres carrés. Ça fait en hectares, puisqu'on parlait en hectares tout à l'heure, c'est 130 hectares quand même, c'est pas mal. Donc voilà, notre entreprise, on travaille avec des partenaires agréés qui vont être formés pour justement poser dans les bonnes conditions nos revêtements, qui vont pouvoir se mettre à la fois dans des collectivités, mais aussi chez les particuliers. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la zapette. Je vous l'amène. On vous l'amène. Donc voilà, nous aujourd'hui on a bien conscience des enjeux de désimperméabilisation, donc on travaille vraiment beaucoup au quotidien pour ce faire. Et donc la plupart de nos revêtements permettent d'obtenir les fameux 40 litres par mètre carré. Vous êtes même au-delà. N'hésitez pas à faire appel à nos produits. On va même facilement jusqu'à 70 litres par mètre carré en fonction de la taille du revêtement, notamment celui-ci. Ce fameux quartz qui est carrossable, donc qui permet de faire passer des camions pompiers dessus seulement avec 3 cm sur une grave non traitée. Mais c'est quoi comme matière, comme composant? Du quartz. Voilà. C'est tout. Du quartz avec un liant de notre fabrication. Voilà. Bon, vous ne parlerez pas donc? Si, c'est un liant type polyuréthane de qualité qui ne se dégrade pas dans le temps. Voilà, qui va bien tenir aux UV. D'accord. C'est pas du tout une technologie époxy comme on peut trouver par ailleurs. Donc l'intérêt c'est que ça va pas dégraillonner au bout de quelques temps sous l'action des UV. D'accord. Voilà. Donc
Évidemment, notre revêtement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi, en plus d'être résistant, il est esthétique. Donc typiquement, si vous voulez l'installer sur une piscine municipale, ce sera très agréable, ça va être confortable, même pieds nus, et ça va permettre de répondre aux enjeux. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ce revêtement peut être utilisé aussi dans des cimetières, par exemple, pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Typiquement, si on a des graviers, effectivement c'est perméable, mais c'est pas forcément très roulant. Donc notre solution permet d'allier les deux. On va utiliser évidemment nos produits dans les cours d'école. Ça permet évidemment d'avoir une surface qui va être, encore une fois, non salissante pour les élèves, non glissante, et qui permettra d'avoir une perméabilité sur la plupart de la surface de la cour d'école. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir en discuter sur le stand du village. Voilà, je serai heureux de répondre à vos questions. Et voilà. Il y a des questions de la part des intervenantes et intervenants. Madame Mestre, je vous vois d'accord, je vous vois acquiescer. Ça vous intéresse? Oui, c'est clairement des choses qui nous intéressent. Après, juste, je pensais à un petit truc qui m'a... C'est vrai qu'il faut toujours revenir aux notions bien scientifiques, parce que 50 litres par mètre carré par seconde, du coup, ça veut dire c'est au mètre carré, ça fait du 50 litres par seconde. Donc c'est plutôt une vitesse, donc c'est la drainabilité. Oui, tout à fait. Voilà, mais effectivement, c'est ce qu'on attend d'un revêtement initial. Voilà, et après, nous, les 40 litres, en fait, c'est 40 mm, c'est un volume. Donc vitesse, volume, enfin voilà. Mais voilà, c'est juste pour rappeler un petit peu ces notions-là. Disons que normalement, nos revêtements permettent de gérer des grosses pluies de 70 mm sans problème. Donc normalement, ça répond à la demande. Et vous, vos revêtements, Nathalie Cassan, c'est les revêtements de monsieur? Non, c'est pas cela. Hein. On utilise, ça fonctionne. On utilise essentiellement du béton drainant. Par contre, juste, je voulais dire que ce qui est important, c'est l'entretien après derrière. Et oui. Parce que ces revêtements, en fait, se colmatent avec la dégradation des feuilles, avec tout ça. Les pluies, les pluies de sable que l'on peut avoir, etc. Donc, il faut vraiment venir les nettoyer. Et ça, c'est quelque chose pour garder cette perméabilité. Et les fonds de forme, c'est-à-dire que ce qu'on fait en dessous, c'est très important aussi pour avoir des infiltrations sur des pluies un petit peu plus soutenues, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. D'accord. C'est vrai que nos revêtements, typiquement, ne font que 3 cm d'épaisseur sur GNT. Donc, typiquement, à décolmater, c'est plus facile que 15 cm de béton, effectivement. Et on peut même, à la limite, allier les deux. C'est-à-dire que notre revêtement va être plus facile à nettoyer, effectivement, qu'un béton au fur et à mesure dans le temps. Il va moins se tacher, ou devenir moins poreux. Et donc, à la limite, on peut même recouvrir avec seulement 1 cm, 1,5 cm de notre revêtement sur un béton drainant. Et donc ça fait presque filtre avant et donc améliorer, on va dire, le colmatage, enfin en tout cas le réduire. Vous avez réponse à tout, vous le vendez bien. Merci Renaud Flaveni, Résinéo. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Coralie Crouzillac, Machina Corpus. Juste pour... oui, pardon. Je voulais juste rajouter ça. On a parlé des jeux dans les cours d'école et on fait aussi des revêtements perméables, Ecoflex. Spécifiques pour les espaces de jeux, les écoles. En liège recyclé. Voilà. D'accord. Merci à vous, Coralie Crouzillac. Merci de l'accueillir et de le désaccueillir. On vous écoute. Il a fait un très bon pitch, moins de 5 minutes. Et oui, ça va être difficile. Faut faire pareil. Mais je vais m'y forcer. Mais bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui, je représente l'entreprise Machina Corpus Territoire. Donc on est une société vraiment spécialisée dans le développement d'applications, de logiciels et de sites internet. On est vraiment reconnu pour notre expertise dans le domaine de la cartographie et dans l'utilisation de bases de données. On commence à avoir une expérience quand même assez robuste au niveau aussi d'outils en termes de gestion de l'eau. Et donc aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler donc d'une solution qui s'appelle Récolto, donc qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un produit donc qui vient d'une réflexion interne de salariés de Machina Corpus. En 2023, on a eu quand même une année particulièrement critique en termes d'eau, avec une période donc sans précipitation qui a été exceptionnelle sur la commune de Toulouse. Et ensuite, les nappes phréatiques qui ont atteint leur niveau leur plus bas de l'histoire.
Et donc, en interne, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire quand cette eau de pluie allait se mettre à tomber à nouveau, comment la récupérer, comment l'utiliser à son domicile. Et donc, bien sûr, le premier réflexe, c'est de s'orienter vers un récupérateur d'eau de pluie. Mais finalement, quand on va dans un magasin de bricolage, comment choisir le volume idéal, comment vraiment savoir dans cette diversité de produits vers lequel s'orienter. Il n'y avait aucune solution, en tout cas nous, on n'a pas trouvé de solution qui existait sans parti pris, qui soit ergonomique et qu'on puisse facilement prendre en main donc, pour pouvoir faire ce calcul. Donc on l'a développé puisque ça fait partie de nos compétences. Donc là, il y a le premier prototype de Récolto qui a vu le jour. Donc là, peut-être qu'on peut lancer la vidéo, comme ça on peut voir directement comment l'outil fonctionne. On est vraiment sur une plateforme open source. Donc ça, c'est aussi des valeurs très importantes, le logiciel libre que porte Machina Corpus Territoire. Donc on va pouvoir très facilement, en fait, en quelques clics, identifier son logement, mesurer aussi la superficie de pente qui va desservir donc, le récupérateur d'eau de pluie, puisque la plupart des simulateurs qui existent en ligne vous demandent la superficie de votre toiture, sauf qu'en fonction du nombre de pentes et l'implantation de vos gouttières, il faudrait investir dans plusieurs dispositifs. Là, vraiment, c'est vous qui allez décider en quelques clics sur quelle toiture vous souhaitez donc installer le dispositif. Ensuite, mesurer la superficie donc, de pelouse. Parfois, on connaît la superficie de son terrain, mais il y a une zone de gravier où on gare les véhicules, par exemple. On ne va pas l'arroser, donc ce serait aberrant de le prendre dans ces calculs. On va vraiment pouvoir faire cette mesure. Également le potager, puisque ce n'est pas les mêmes quantités d'eau qui sont utilisées pour arroser de la pelouse et du potager. Ensuite, on a également rajouté les usages intérieurs, puisque depuis le mois de juillet, on peut utiliser l'eau de pluie pour alimenter donc, les toilettes et ainsi que la machine à laver. Et donc voilà, en quelques clics, on peut avoir une simulation avec vraiment le volume de cuve idéal, l'économie potentielle donc, sur sa facture d'eau et les besoins en eau. Voilà un petit peu comment est né Récolto. Donc aujourd'hui, Récolto, ce n'est pas que ce dispositif, c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser en ligne aujourd'hui. Mais il y a aussi donc, des perspectives d'évolution. Donc déjà des nouveautés, puisque Récolto a remporté de nombreux prix. On a été donc lauréat des challenges Data Adaptation. Donc pendant 10 semaines, une équipe de bénévoles a également participé à ce projet pour le faire évoluer. Mais on souhaite aussi particulièrement remercier donc, le pôle de compétitivité Aquavalais qui a labellisé notre projet et qui nous a donc attribué le prix des trophées innovation. Et donc c'est grâce à eux qu'on est présent aujourd'hui et qu'on intervient sur ce salon. Et donc il y a aussi bien beaucoup de perspectives d'évolution, puisque cet outil qu'on avait vraiment pensé pour une utilisation plutôt au niveau des foyers, pour sensibiliser, pour se dire que cette eau de pluie, chacun à son échelle, on peut essayer un petit peu de contribuer à limiter, en fait, soulager les réseaux et réutiliser l'eau, parce que parfois ça paraît aberrant de se dire qu'on utilise de l'eau potable finalement pour tirer la chasse, pour laver son vélo ou nettoyer son mobilier extérieur. Et donc, on s'est rendu compte, on a eu beaucoup de demandes entrantes. Et donc, ce petit projet à l'initiative, vraiment, qui servait plutôt d'outil de communication et de sensibilisation du grand public, a pris une nouvelle ampleur. Donc, il y a un consortium qui a été créé avec l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, Eau de Toulouse pour le territoire d'expérimentation, et le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc, il y a un projet qui est vraiment en cours, qui vient de débuter, pour vraiment faire évoluer ce produit pour qu'il soit vraiment une vraie plateforme à l'échelle des collectivités. Un tableau de bord, puisque les collectivités donc, peuvent donner des aides, mettre en place donc, des achats groupés, sauf que très souvent, c'est la politique du premier arrivé, premier servi. Et finalement, avec des outils comme Récolto, ils vont pouvoir identifier en fait, les foyers où il y a plus de pertinence à mettre en place des aides, plutôt que de rester voilà, sur cette politique de premier arrivé, premier servi. Merci. Y a-t-il des questions dans le public ? Je vous invite à venir sur le stand aussi nous poser des questions sur le village innovation. C'est des outils payants ? Non. Donc nous, Machina Corpus, on est vraiment Comment vous gagnez votre vie ? Alors, au niveau du business model, bah oui. En fait, on dit que l'argent public ne doit payer un service qu'une seule fois. Donc, quand on a une collectivité qui va financer donc, une solution, là, cette collectivité va le payer, mais après, on va mettre donc, le résultat de notre travail gratuitement en ligne.
D'accord. Donc on travaille comme ça. Mais quand une autre collectivité utilise la solution et veut développer une nouvelle fonctionnalité, ils peuvent faire appel à nos services. Et donc là, ils vont financer cette nouvelle fonctionnalité qui, de la même façon, va venir contribuer à toute la communauté d'utilisateurs. Très bien, merci. Madame Mestre, c'est vous qui faites la visite là, de la place Jacques-Cœur? D'accord. Donc c'est bon, tant que vous n'avez pas quitté la table ronde, la visite ne part pas. J'étais en train de m'inquiéter. Ah, ils sont déjà partis, zut. Bon, qui aura le mot de la fin? L'agence de l'eau? Je suis sûr que vous avez un mot à dire en conclusion. Si j'en ai un à dire, effectivement, c'est remercier les précurseurs sur ce genre d'opération. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vous montrer des retours d'expérience, de vous faire part de conseils par rapport à ce qui a été réalisé. Et il faut savoir qu'il y a 5-6 ans en arrière, c'était compliqué de motiver les collectivités ou les acteurs économiques à se lancer dans la démarche. On a plus de retard que le nord de la France ou même le secteur de Lyon. Quand on parlait de ce sujet-là, personne ne croyait à la possibilité d'y aller. On nous disait, mais ça conviendra à personne. Les gens, voilà, ils vont râler lorsque les enfants vont rentrer de chez eux avec leurs pantalons sales. Donc merci par exemple à la commune de Latte qui a été dans les premiers. Il y en a d'autres, hein, et la métropole a bien pris voilà, la thématique en charge. Donc voilà, un merci, parce que nous on fait que financer, entre guillemets, on oriente, on conseille. Mais voilà, ces porteurs-là nous ont permis d'enclencher la dynamique et faciliter les choses derrière. Donc maintenant, il faut qu'on poursuive. Ce qu'on fait là, c'est très bien, mais il faut quand même mesurer aussi par rapport à tout ce qu'on continue à imperméabiliser à côté. Hein. Eh oui. Voilà. Donc on peut y aller, on a encore beaucoup de marge. Et au niveau de l'agence de l'eau, on a la chance de réussir à préserver nos budgets, en particulier pour ce sujet-là. Donc on reste à disposition pour vous accompagner et financer les projets. Et oui, alors que la Loisanne vient d'être quasiment vidée de toute substance au Sénat hier. Vous voyez, il n'y a plus vraiment d'objectif, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour une commune à ne plus artificialiser. Mais bon, on va rester sur cette note positive. Les murs culturels commencent à se fissurer, et dans les écoles, et dans les villes, et sur la Varie, et chez les particuliers. Puis vous avez bien compris, hein, faites attention aux mûriers platanes. En tout cas, si vous en avez chez vous, vous cessez de le tailler. Merci à tous, merci à toutes. Dernier débat, 14h, eau et santé. Three.